Alors on continue avec le Rambam. Sefer HaMizvot. Alors 19 Kislev, 1786, commandement positif numéro 245. C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente, c'est-à-dire de quelle manière se pratique une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset. Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, que nos maîtres interprètent ainsi, si tu acquiers de sa main quelque chose, c'est-à-dire en le déplaçant. Il s'est déjà avéré que selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat, quant au déplacement dans le cas de biens mobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos maîtres. De même que la faculté pour le vendeur de pouvoir transmettre l'objet à l'acheteur ou de le faire soulever autre mode d'acquisition prévu par les sages. Nos maîtres expliquent ainsi ce problème, de même que le déplacement a été institué comme mode d'acquisition pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens. Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition par déplacement du marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos maîtres, comme cela est expliqué à son endroit. En ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terres et autres choses semblables, c'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance, les sages les ont institués en s'appuyant sur des versets de la Torah. Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de biens, se trouvent exposés dans le premier chapitre du traité Kiddushin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de Baba Metzia et dans le chapitre 3, 4, 5, 6 et 7 de Baba Batra. Donc 3 prakim. « 19 Kislev, 5786, Sefer Kinyan, loi relative aux mandataires, aux associés, chapitre 8. Celui qui donne des œufs, un fermier en vue que ce dernier les fasse couver par des poules jusqu'à l'éclosion des poussins et les élève et partage le bénéfice, doit payer au fermier un salaire pour sa peine et ce qu'il a dépensé pour la nourriture des poussins. Et de même, celui qui évalue des veaux et des ânons pour déterminer leur valeur afin que le berger s'en occupe jusqu'à l'âge adulte et que le bénéfice soit partagé à part égale, est tenu de lui payer un salaire quotidien pour son travail et ses dépenses pour la nourriture, équivalent à celui d'un ouvrier désœuvré. Le berger élève les veaux jusqu'à l'âge de 3 ans et les ânes jusqu'à ce qu'ils soient capables de porter une charge habituelle. Et l'un ne peut pas les vendre sans l'accord de l'autre durant cette période de temps. Et de même, celui qui évalue un animal pour déterminer sa valeur afin de le confier à un engraisseur pour l'engraisser. Le bénéfice sera partagé à part égale entre eux. Doit lui verser un salaire pour son effort correspondant à celui d'un ouvrier désœuvré. Et s'il lui dit « la tête » ou la queue t'appartiennent comme salaire pour ton effort, en plus de la moitié du bénéfice, c'est permis. Si l'engraisseur a d'autres animaux, qu'il engraisse en plus de celui-ci qui a été évalué, de même si l'éleveur a d'autres veaux et un nom, ou d'autres œufs qui lui appartiennent, puisqu'il s'occupe conjointement de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui appartient à son collègue, même si ce dernier ne lui paye qu'un salaire minime pour tous les jours de leur contrat. Cela est suffisant et le bénéfice est partagé également. Et si ce gérant est le métayer du propriétaire, dès lors qu'il prend soin de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui appartient au propriétaire du champ, ce dernier n'a pas besoin de lui payer un salaire. Le cas de celui qui fait évaluer des veaux ou des ânons pour déterminer leur valeur afin de les confier à un éleveur, ou fait couver ses œufs par les poules d'un éleveur, ou fait évaluer son animal pour qu'il soit engraissé par un engraisseur, pour que le bénéfice soit partagé entre eux, et ne paye pas de salaire à l'éleveur, outre la moitié du bénéfice, est régi par la même loi que le cas de la gestion d'argent. On considère le prix auquel les aliments ou les œufs sont évalués, l'augmentation réalisée, et le gérant reçoit 2/3 du bénéfice, et en cas de perte, il y contribue pour 1/3. On peut évaluer une vache, un âne ou toute chose dont la nature est de produire et de consommer pour que le bénéfice soit partagé à part égale entre le propriétaire et l'éleveur, sans que ce dernier ne reçoive de salaire supplémentaire. En effet, bien que l'éleveur s'occupe tout seul de l'animal, du propriétaire, il tire un autre bénéfice pour lui-même, du travail fourni par l'animal, car il peut le louer à autrui ou s'en servir lui-même pour un travail, et ainsi tirer profit de sa location ou de son travail. On n'évalue pas un veau avec sa mère pour les confier à un éleveur qui recevra la moitié des bénéfices, mais non de salaire supplémentaire. Si un ânon avec sa mère,
car le veau et l'ânon ne produisent rien. Par contre, ils demandent qu'on s'en occupe. Quand on évalue un animal pour le confier à un autre, qu'il en prendra soin, jusqu'à quand ce dernier est-il tenu d'en prendre soin? Les ânesses pendant 18 mois. Les animaux qui vivent dans un enclos, qui sont le menu et le gros bétail pendant 24 mois. Et si le propriétaire désire mettre un terme à la société et partager pendant cette période, son collègue peut s'y opposer, parce qu'ils se sont associés sans clause spécifique. En effet, on ne peut comparer les soins de la première année qui sont importants pour un maigre bénéfice, puisque l'engraissement de l'animal est difficile au début, aux soins de la seconde année qui sont minimes pour un bénéfice important, puisque l'animal prend beaucoup de poids et grossit chaque jour. C'est pourquoi l'éleveur peut s'opposer à la dissolution du contrat jusqu'à la fin de la seconde année, dans le cas où l'animal évalué met bas chez l'éleveur. Le petit est inclus dans le bénéfice partagé entre eux. Dans un lieu où l'usage est que l'éleveur élève les petits, ceux-ci sont élevés avant d'être vendus. Dans un lieu où l'usage est que l'éleveur n'élève pas les petits, l'éleveur est néanmoins tenu de s'en occuper des petits pendant 30 jours pour le menu bétail ou pendant 50 jours pour le gros bétail. Puis il partage les bénéfices. Si l'éleveur désire en prendre soin au-delà de cette période, il est fait évaluer en présence de 3 personnes en 30 jours pour le menu bétail ou le 50e jour pour le gros bétail. Pour tout cas réalisé par la suite, l'éleveur aura droit à 3/4 de bénéfices et son collègue à 1/4. En effet, l'éleveur possède la moitié du petit. Et puisqu'il s'occupe de l'autre moitié qui appartient à son collègue, il a droit à la moitié de cette seconde moitié, ce qui fait 3/4 en tout. Et s'il n'a pas stipulé cette condition devant 3 personnes, il est réputé y avoir renoncé. Et les petits sont partagés également tels quels entre eux. Là où il est d'usage d'imputer le salaire du porteur au fonds investi, on l'impute. Tout salaire que le gérant reçoit pour avoir porté la marchandise sur son épaule sera alors inclus dans le bénéfice du capital, et de même, s'il est d'usage d'ajouter un salaire supplémentaire pour l'élevage d'un animal qui est plus éprouvant que la gestion d'une autre marchandise, on le lui rajoute. Là où il est d'usage de rémunérer l'effort de l'éleveur en lui donnant des petits, on le paye ainsi. Et quiconque s'engage dans une gestion ou s'associe sans clause spécifique ne doit pas s'écarter de l'usage local. Soit le cas suivant, Réhouven possède un champ et il fait venir Shimon pour l'ensemencer ou pour y planter des arbres, pour engager des dépenses ou pour vendre les fruits. Et tout ce qui excède les dépenses sera partagé entre eux. Qu'ils aient convenu de partager les bénéfices également, ou bien que Réhouven reçoive davantage. Que les dépenses soient toutes financées par Réhouven ou soient toutes financées par Shimon, quel que soit le cas. Cela est permis. Et il n'y a pas là de prêt qui frise l'usure, car un bien immeuble est toujours considéré comme en la possession de son propriétaire, contrairement à de l'argent ou à un bien meuble. Shimon, qui s'occupe de la culture de la terre, des dépenses et de la vente des fruits, est appelé un métayer. Si un métayer prétend « je suis venu travailler pour recevoir la moitié du bénéfice » et que le propriétaire déclare « je l'ai fait venir pour qu'il reçoive le tiers du bénéfice », on se réfère à l'usage local, et c'est à celui qui prétend qu'il y a eu un accord autre que l'usage local qui appartient d'apporter une preuve à ses dires. Si un mari fait venir des métayers pour travailler dans les biens terrains de son épouse, dont il est l'usufruitier, et qu'il divorce, la règle suivante est appliquée. Si l'ex-mari est lui-même un métayer, c'est-à-dire familier à l'agriculture, sachant travailler la terre, puisque le mari s'est retiré, les métayers se sont retirés, leur lien avec la terre s'achève en même temps que le mari, et leurs dépenses ne leur sont remboursées qu'à concurrence de la bonification du terrain, c'est-à-dire que si l'augmentation de valeur du terrain est inférieure aux dépenses, ils n'ont droit qu'à la valeur de l'augmentation, et si celle-ci est supérieure aux dépenses, ils n'ont droit qu'aux dépenses en prêtant serment sur les dépenses entreprises. Et si l'ex-mari n'est pas un métayer, on considère qu'ils sont venus travailler pour la terre comme ils avaient été engagés par la femme. On évalue pour eux la bonification comme pour des métayers ordinaires, et ils ont droit à une part de la plus-value conformément à l'usage local. Des frères ou d'autres héritiers qui n'ont pas procédé au partage de l'héritage et en usent tous ensemble sont considérés comme des associés en tout point. Si l'un des frères ou des associés est engagé au service du roi, qui le nomme par générosité envers les orphelins à ce poste
qu'occupait son défunt père. Le bénéfice qu'ils réalisent est partagé entre eux à part égale. Et si l'un d'eux tombe malade et est soigné, les frais médicaux sont imputés au fonds commun. Toutefois, s'il tombe malade du fait de sa propre négligence, par exemple en marchant sous la neige ou exposé au soleil durant la saison chaude jusqu'à ce qu'il tombe malade, ou ce qui est semblable, par exemple, suite à la consommation d'aliments malsains, les frais médicaux sont à sa charge. C'est faire qu'il y a une loi relative aux mandataires et aux associés chapitre 9. Telle est la loi relative à tous les associés, les métayers, les tuteurs nommés par le tribunal pour les orphelins. La femme qui fait du commerce dans la maison de son mari ou qui a été placée par son mari comme responsable de son épicerie. Et un membre de la maisonnée qui fait des affaires. Chacun d'entre eux doit prêter un serment d'ordre rabbinique, même lorsque le demandeur ne fait qu'émettre un simple doute à son encontre et affirme que peut-être l'autre l'a-t-il volé en faisant des affaires ou n'a-t-il pas été minutieux dans la comptabilité entre eux. Et pourquoi les sages ont-ils institué ce serment? Car ces individus se permettent de croire que tout ce qu'ils prennent parmi les biens du propriétaire leur revient, parce qu'ils font du commerce et se donnent de la peine pour lui. Aussi les sages ont-ils institué qu'ils soient tenus de prêter serment même en présence d'une allégation incertaine, afin qu'ils agissent toujours avec droiture et honnêteté. Chacune de ces personnes n'est tenue de prêter serment que si celui qui lui défère le serment le soupçonne d'avoir volé 2 pièces d'argent, c'est-à-dire 2 maasses d'argent comme il sera expliqué. Mais si l'autre partie a des soupçons portant sur une somme inférieure à celle-ci, il n'est pas tenu de prêter serment. De cela, mes maîtres ont déduit la directive qu'ils ont donnée selon laquelle si un des 2 associés décède, son héritier ne peut pas faire jurer l'associé de son père sur la base d'un simple doute, car il ne sait pas avec certitude quels étaient les soupçons que son père a eus à l'égard de son associé pour qu'il puisse lui-même avoir à son égard des soupçons portant sur la somme de 2 pièces d'argent. Mais d'autres décisionnaires ont donné comme directive que l'héritier est en droit d'exiger un tel serment sur la base d'un simple doute. Telle est la loi qu'il convient d'appliquer, car on voit dans les textes que les héritiers peuvent exiger un serment de la femme devenue administratrice des biens du vivant de son mari, bien qu'ils ne sachent pas si leur père l'a soupçonné d'avoir volé 2 pièces d'argent. Bien qu'il n'y ait pas de témoin que l'individu en question soit le métayer ou l'associé de l'autre et qu'il reconnaisse ce fait de lui-même en disant je suis son associé ou son métayer ou un membre de sa maisonnée mais je n'ai rien volé, il doit prêter un serment tenant un objet sain, un rouleau de la Torah en effet. On n'applique pas le principe de Migaud pour dispenser une personne d'un serment mais seulement pour la dispenser d'un paiement. Quel est le membre de la maisonnée auquel le maître de maison peut exiger un serment sur sa base d'un simple doute? Celui est fait entrer et sortir les ouvriers, amène et sort les produits. En revanche, un membre de la maisonnée qui ne fait pas de commerce au sein de la maison, mais ne fait qu'entrer, entrer et sortir, on ne peut pas exiger un serment de lui sur la base d'un doute. Et de même, un tuteur nommé par le père des orphelins, ceux-ci ne peuvent pas exiger de lui un serment sur la base d'un doute. Et de même, une femme qui n'a pas servi d'administratrice de biens du vivant de son mari et n'a pas fait de commerce après l'enterrement de son mari, les héritiers ne peuvent pas exiger d'elle un serment sur la base d'un doute. Et de même, si elle a fait des affaires entre le décès et l'enterrement de son mari, ils ne peuvent pas exiger d'elle un serment concernant ce dont elle a fait usage entre le décès et l'enterrement. Car si l'on suggère qu'elle doit prêter serment pour justifier ses dépenses, elle ne vendra pas le nécessaire pour payer l'enterrement et le défunt sera avili. Telle est la loi relative à celui qui envoie par l'intermédiaire d'un autre un objet pour le vendre, ou bien de l'argent pour acheter des fruits ou une marchandise pour lui. Combien même il ne lui aurait pas versé de salaire pour ce service et que son mandataire n'aurait aucune part ni profit dans ce mandat, étant donné que le mandataire fait du commerce avec l'argent d'autrui. Il est considéré comme un membre de la maisonnée. Par conséquent, le mandant peut, sur la base d'un doute, lui faire prêter serment qu'il ne lui a rien volé lorsqu'il lui a apporté la marchandise achetée ou une partie de celle-ci, ou bien l'argent de la vente qu'il a faite pour lui. Dans le cas des associés qui font des affaires ensemble, ou dont l'un fait des affaires et dépose la totalité ou une partie de la marchandise ou bien l'argent chez le second sans peser, ni mesure, ni compte. Tous deux font l'objet d'un doute et chacun d'eux peut exiger de l'autre le serment imposé aux associés. En revanche, si seul l'un d'eux fait des affaires et que le second ne s'en soit pas du tout occupé avec lui, seul celui qui fait des affaires prête serment.
Si les associés ou le métayer ont procédé à un partage, ou si la femme a été répudiée, ou si le membre de la maisonnée s'en est allé, ou si le mandataire a apporté son mandant à la marchandise qu'il lui a acheté, ou l'argent de la vente qu'il a fait pour lui, et que l'associé, le maître de maison ou le mandant se soit tu et ait laissé partir l'autre sans engager immédiatement de procédure contre lui, il ne peut plus ensuite exiger de lui un serment sur la base d'un doute. Toutefois, s'il a une réclamation certaine contre l'autre partie, il peut exiger de lui un serment et étendre ce serment en la faisant jurer sur tout ce qu'il désire, même pour des réclamations incertaines. Et de même, si l'autre partie a, pour la suite et pour une autre raison, l'obligation de prêter serment au maître de maison en question, que ce soit un serment imposé par la Torah ou d'ordre rabbinique. Par exemple, s'il a nouveau été son associé ou membre de sa maisonnée, le maître de maison peut, par extension de ce serment, le faire jurer que tu ne m'as pas volé pendant que nous étions associés cette fois-ci, ni quand tu étais mon associé ou mon métayer ou mon tuteur la fois précédente. Il en va de même pour tout cas semblable. Des associés qui ont procédé au partage et auxquels il reste des créances sur d'autres personnes ne peuvent pas exiger un serment l'un de l'autre sur la base d'un doute, puisqu'ils ont déjà procédé au partage quant à la créance qui leur reste. C'est une chose connue des associés, ils savent que tout ce qui leur sera payé, l'un prendra sa part de la créance et l'autre prendra sa part de la créance. Et de même, s'il reste des pièces d'argent dans la caisse de la société et qu'ils en aient eu connaissance, mais n'aient pas encore pris chacun leur part, ils ne peuvent exiger un serment l'un de l'autre, car les pièces d'argent sont considérées comme déjà partagées. C'est faire chapitre 5, paragraphe 9. Et de même, s'ils ont déjà fait le compte des parts de tous les associés et qu'il reste chez l'un d'eux quelque chose de fixe et de connu appartenant à l'autre, bien qu'il ne l'ait pas encore pris, on considère qu'ils ont déjà procédé au partage. Toutefois, s'il reste une quelconque quantité de produits de la société qui n'ont pas encore partagé entre eux et dont ils ignorent le poids, ou s'il reste encore un aspect de la société concernant lequel ils n'ont pas encore fait de compte et chacun ignore la part qui lui revient, la société existe encore et ils peuvent exiger un serment l'un de l'autre. Celui qui dépose une demande motivée par un doute contre son collègue après avoir procédé au partage ne peut lui faire prêter serment que par extension d'un autre serment, comme nous l'avons expliqué. Toutefois, il faut proclamer une mise au ban indéfinie contre celui qui a volé quoi que ce soit lorsqu'il était son associé, son métayer ou membre de sa maisonnée et qui ne reconnaît pas ce qu'il a volé. C'est faire qu'il y a loi relative aux mandataires et aux associés, chapitre 10. Si un associé prétend qu'il y avait une certaine stipulation entre lui et son associé que l'autre affirme, il n'y a jamais eu cette stipulation. Si l'un prétend ma part du capital était de temps et que l'autre déclare elle était inférieure à cela, ou si l'un prétend je t'ai déjà donné ta part du capital de la société et l'autre déclare je ne l'ai pas reçu, ou si l'un affirme cette marchandise est à moi et l'autre déclare elle appartient à la société, dans ces cas-là et dans tous les cas présentant des revendications similaires, le demandeur est en droit de choisir le serment qui prêtera son associé. Comment cela? Si le demandeur désire que son associé ne prête pas le serment imposé aux associés, exige seulement un serment d'incitation concernant la réclamation qui nie, disant que telle chose n'a jamais eu lieu. Il peut le faire. Et s'il désire, il peut inclure toutes ces choses dans le serment imposé aux associés et ainsi, sur la base d'un doute, le faire jurer ce qu'il veut. Que tu n'as rien volé durant toute la durée de la société, qu'il y avait telle stipulation entre nous, que telle marchandise t'appartenait, que tu m'as versé telle somme. Il en va de même pour tous les cas semblables. Soit le cas de celui qui dépose une demande contre son associé pour lui faire prêter le serment imposé aux associés. Si le défendeur déclare « Nous avons déjà partagé, il ne me reste rien de ce qui t'appartient » et que le demandeur affirme « Nous n'avons pas encore procédé au partage et n'avons pas fait de compte » ou bien « Nous avons procédé au partage à la condition que je puisse te faire prêter le serment imposé aux associés à n'importe quel moment où je le désirerai et tu n'as pas encore prêté serment et tu intermois de jour en jour. » Le demandeur ne peut pas exiger de lui un serment sur la base d'un doute, même si le défendeur affirme effectivement nous avons procédé au partage et il te reste quelque chose chez moi, mais tu as établi que ce reste serait considéré comme une créance que tu aurais sur moi, ou c'est un dépôt que tu as laissé chez moi. Bien qu'il y ait des témoins attestant qu'il était son associé, il ne peut pas lui faire prêter au défendeur le serment imposé aux associés sur la base d'un doute. Il ne peut pas non plus lui faire prêter un serment d'incitation pour certifier qu'ils ont déjà procédé au partage ou qu'ils ne se sont jamais associés, mais par extension d'un autre serment. En effet, on ne peut exiger un serment d'incitation ou étendre à un autre serment qu'en vertu d'une revendication dont l'admission par l'autre partie la
contraindrait à payer une somme d'argent. Mais pour une réclamation qui, même admise par l'autre partie, ne ferait que l'obliger à prêter serment. Cette dernière n'est pas tenue de prêter un serment, même par extension d'un autre serment. Telle est la directive donnée par les Géonimes, maîtres de l'instruction. S'il prétend, tu es encore mon associé, il me reste quelque chose chez toi, et que l'autre affirme, nous avons déjà procédé au partage, il ne te reste rien chez moi où tu n'as jamais été mon associé. Le défendeur doit prêter un serment d'incitation qui n'a rien en sa possession appartenant au demandeur. Ce dernier peut étendre le serment et demander au défendeur de jurer que tu ne m'as jamais rien volé, mais il ne peut pas, en étendant le serment, lui faire jurer qu'il n'était pas son associé ou qu'ils ont déjà procédé au partage pour la raison que nous avons expliquée au paragraphe précédent. S'il prétend, nous sommes encore des associés et je peux te faire prêter un serment sur la base d'un doute et que l'autre déclare, nous ne sommes jamais associés, que le demandeur produise des témoins attestant qu'il était son associé et que le défendeur déclare ensuite, nous avons procédé au partage. Sa déclaration n'est pas acceptée car il a été reconnu comme menteur concernant ce serment. Par conséquent, il doit prêter le serment imposé aux associés. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas suivant, Reuven a mis 400 dinars et Shimon 200 dinars dans une caisse commune, ils se sont associés et ont fait du commerce ensemble. Et tous les fonds sont en la possession de Reuven. Si Reuven prétend qu'il y a eu une perte de 500 dinars, on ne suggère pas que Reuven prête le serment imposé aux associés pour certifier que telle a été la perte et Shimon paye 50 sous de ses propres fonds pour ainsi contribuer à la moitié de la perte, soit 250 sous. Plutôt, Reuven prête le serment imposé aux associés pour certifier qu'il y a eu perte. Il s'en va seulement avec le mané sans sous qui est dans sa possession. Shimon ne paye rien. Si Reuven prétend que Shimon sait pertinemment le montant de la perte qu'ils ont subie et doit donc contribuer à celle-ci, il peut le faire prêter à Shimon le serment des associés, lui imposer par extension de jurer qu'il ne sait pas avec certitude le montant de cette perte. Et si Shimon n'a pas du tout participé à la gérance de la société, le serment imposé aux associés ne peut donc pas lui être imposé. Il prête un serment d'incitation pour certifier qu'il n'a pas connaissance certaine de cette perte et il les quitte. Plus encore, si ce mané restant est en la possession de Shimon, il le partage à part égale, car l'associé ne fait pas partie de ceux qui peuvent prêter serment et percevoir ce qu'il réclame, de sorte qu'il puisse prêter serment et prendre ce qui est en la possession de son collègue. Plutôt, il prête serment et quitte de toute obligation ou perçoit ce qu'il réclame sur les biens qui sont en sa possession. Prête attention à cette loi, car des décisionnaires s'y sont trompés. Dans le cas où Shimon affirmerait que Lévi a une créance d'amané sur lui du fait de cette société, s'il en a à sa possession une somme suffisante de la société pour payer la dette et qu'il ait la possibilité de payer cette somme à Lévi, il est cru. Il paye la créance et c'est ensuite que Reuven et lui procèdent au compte entre eux pour partager le reste. Mais s'il n'a pas en sa possession des fonds de la société pour payer Lévi, il n'est pas digne de foi pour retirer cette somme sur les fonds de Reuven ou sur la marchandise connue comme appartenant à la société. Cela de craindre que Lévi lui fasse une collision pour nuire au bien de Reuven. Même si le prêt est consigné dans un contrat, Reuven n'est pas tenu de payer quoi que ce soit de cette créance. En revanche, si Shimon déclare à Reuven, c'est pertinemment que la créance qui est sur moi entre dans le cadre de l'association que cette dette nous incombe. Reuven prête un serment d'incitation ou un serment imposé par extension d'un autre pour certifier qu'il ne sait pas que cette dette leur incombe. Et Shimon paye la dette de ses propres deniers, et de même s'il est produit un titre de créance sur Lévi au nom de Shimon faisant mention qu'il a été prêté Lévi 100 dinars des fonds de la société que Shimon déclare. J'en ai reçu le paiement et j'ai remis l'argent dans la caisse de la société, ou qu'il déclare, je lui ai fixé un délai d'1 an ou 2 ans. Il n'est pas cru, de crainte qu'il fasse une collision pour nuire au bien de Reuven. Comment statue-t-on dans un tel cas? Lévi est déjà quitte par l'admission de Shimon, et si Shimon ne produit pas de preuve qu'il a restitué la somme en question, il paye de ses propres fonds, et par ailleurs, dans le second cas, il disposera une demande contre Lévi au terme du dit délai. Il en va de même pour tout cas semblable. Amen.